Bruno. La Terre au carré, c'est reparti. Avec grand plaisir, et on vous retrouve demain également. Demain. Merci. Trouver un emploi compatible avec ses engagements en matière d'écologie. De plus en plus de personnes se posent aujourd'hui la question de leur activité professionnelle dans le contexte justement de la crise environnementale et recherchent un employeur engagé dans la transition. En septembre 2018, des étudiants passaient à la vitesse supérieure en publiant un manifeste pour un réveil écologique. Pour eux, plus question de foncer tête baissée vers des entreprises qui ferment les yeux justement sur l'environnement. Quels sont les enjeux écologiques dans le monde du travail? On en parle dans un instant avec mes invités. J'attends bien sûr toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Elle est également de retour dans cette émission. Camille Cronier, bonjour. Bonjour Mathieu, bonne année. Bonne année Camille. Bon, c'est pas très joyeux parce que je vais vous parler de l'Australie. Ce ne sont pas 480 millions d'animaux, mais le double, presque 1 milliard touchés par les incendies et la sécheresse. On fait le point avec vous dans un instant dans la deuxième demi-heure. Le feuilleton de la semaine avec vous Antoine Ly. Bonjour Antoine. Bonjour. Et pour votre série, vous avez rencontré des personnes qui dans leur activité prônent la sobriété et d'autres façons de consommer, c'est ça? Voilà, et aujourd'hui, je vais vous parler de designers écologistes qui font des meubles avec la méthode du surcyclage. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui la scientifique Claude Grison qui a trouvé justement des solutions innovantes pour dépolluer les sols et l'eau grâce aux plantes. Et puis enfin notre invitée découverte, la chercheuse Florence Poncet, nous dira ce qu'il reste de la pollution de l'Erika sur les côtes françaises 20 ans après le naufrage du pétrolier. Voilà donc pour le sommaire de cette émission réalisée par Valéria Yestaraï avec à la technique Julien Dumont et Guillaume Roux. Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter. Voilà, trouver donc un travail et un employeur engagé dans la transition écologique. C'est donc le dossier de la Terre au carré cet après-midi. Pour en parler, deux invités, Antoine Trouche et Gaël Bourron. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue Antoine Trouche, vous êtes diplômé des arts et métiers de Sciences Po et membre donc d'un collectif pour un réveil écologique qui a publié en septembre 2018 un manifeste lancé donc par des étudiants des grandes écoles. On va en parler avec vous dans un instant. Et puis Gaël Bourron, vous êtes responsable adjoint du pôle d'études de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Alors Antoine Trouche, justement, dans quel contexte est né ce manifeste qui a déjà recueilli, alors ce matin c'était 32 000 signatures d'étudiants et d'étudiantes, dont 6 000 d'ailleurs sont non français. C'était quoi l'idée de départ pour vous? L'idée de départ, c'était de dire qu'on voulait plus être schizophrène. L'idée de départ, c'était de dire que aller en vélo au travail, c'était bien, mais si c'était pour construire des SUV ou des centrales à charbon derrière, c'était pas très utile. Donc en fait, le manifeste, il a rien fait de très original au départ. Il a mis des mots sur ce que ressentaient beaucoup d'étudiants et de jeunes diplômés. Il disait en clair, nous, on veut avoir une action qui est utile face à l'urgence écologique qui va impacter l'ensemble de notre vie. Pour avoir une action utile, il faut évidemment passer par ce par quoi on a tous une marge de manœuvre, c'est-à-dire par le vote, par l'engagement politique, par les changements de consommation. Mais nous, en tant que jeunes diplômés, on a une marge de manœuvre qui est énorme. Et cette marge de manœuvre, elle se trouve dans le choix d'un emploi qui est compatible avec les limites de la planète. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel via ce manifeste pour dire voilà, nous on choisit et on affirme haut et fort le fait qu'on va aller vers des emplois dont les activités, dont les conséquences sont compatibles avec une prise en compte sérieuse de l'urgence écologique. Ouais. Et avec une contrepartie derrière, et c'est ça qui a beaucoup marqué tout un tas d'entreprises, qui était de dire attention, nous du coup, la conséquence de ce choix, c'est qu'on ne va pas aller travailler pour des entreprises dont les activités sont pas compatibles avec un monde qui prend au sérieux l'urgence écologique. Donc l'idée, c'était de faire peur aussi, un petit peu finalement, le monde du travail, de le secouer, de lui faire prendre conscience aussi que tous ces jeunes qui arrivaient là bientôt sur le marché du travail avaient une conscience et un désir aussi de donner du sens à leur futur emploi. Mais l'idée surtout, c'était de dire à tous les jeunes qui sont en train de se poser des questions qu'ils sont pas seuls. Qu'ils font partie d'un mouvement global, qui est un mouvement d'une prise de conscience que l'urgence écologique, alors l'Australie dont on va parler un peu plus tard, en est un bon exemple, va impacter chaque aspect de notre vie, que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit l'effondrement de la biodiversité, que ce soit la baisse des ressources non renouvelables. Tout ça va changer profondément notre vie, commence déjà à la changer. Et du coup, il est pas acceptable pour nous de rester sur des comportements qui sont des comportements individuels et des changements de comportement individuels utiles, mais qui sont pas efficaces si jamais on ne change pas ce qui concentre la plupart de notre temps éveillé durant notre vie, c'est-à-dire notre travail. Est-ce que c'est mesurable aujourd'hui finalement, cette prise de conscience ou ce décalage non souhaité aujourd'hui par cette jeune génération-là ?
En fait, on voit des signaux un peu partout. Il y a Patrick Pouyanné qui était interviewé sur France Inter il y a peu de temps, qui disait que dans les pays occidentaux, un des plus grands problèmes qu'ils voyaient durant les prochaines années, c'était le problème du recrutement. On a Isabelle Kocher il y a quelques mois qui a annoncé qu'elle voyait de plus en plus remonter de par sa direction des ressources humaines des questionnements durant les entretiens d'embauche sur l'impact écologique de son entreprise. Et des signaux comme ça, il y en a un peu partout. Alors évidemment, c'est intéressant de voir si ça ne concerne que les étudiants aujourd'hui, Gaël Bourron, puisque cette recherche de sens, visiblement, ne concerne pas que les jeunes diplômés, mais aussi des gens plus âgés, des cadres par exemple. Vous avez pu le mesurer justement avec l'APEC ou pas ? Dans une de nos études récentes, on a souligné effectivement le fait que plus de la moitié des cadres aujourd'hui souhaitent avoir un travail qui a du sens. C'est une dimension extrêmement importante pour eux aujourd'hui. On le voit notamment pour les cadres qui ont 35, 40 ans, qui ont une première partie de carrière et qui peuvent chercher un métier ou une entreprise plus en adéquation avec leurs valeurs. C'est donc bien un phénomène qui ne touche pas simplement les jeunes diplômés, mais l'initiative du réveil écologique, elle s'inscrit aussi dans un contexte qui est particulier, qui est un contexte très favorable pour l'emploi des cadres, l'emploi des profils très qualifiés, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les entreprises peuvent avoir des difficultés à recruter et que le rapport de force entre recruteurs et candidats est en train de s'équilibrer avec plus d'offres d'emploi et moins de concurrents, ce qui peut permettre davantage aux candidats, entre guillemets, de faire leur choix dans un contexte un peu particulier, post-crise, où le taux de chômage des cadres est extrêmement faible et donc dans ce contexte, effectivement, c'est favorable pour que les entreprises répondent davantage aux aspirations des candidats. Donner du sens, mais c'est vraiment donner du sens dans le domaine de l'environnement ou pas ? Est-ce que ça ressort très clairement aussi non, des c'est vrai études ? que dans nos études, clairement, la recherche de sens dans le travail, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. On n'a pas une seule dimension. On distingue souvent dans les recherches 3 dimensions dans le sens au travail, une dimension émotionnelle, une dimension cognitive et une dimension aspirationnelle. La dimension cognitive, c'est le fait de ressentir au travail davantage d'affects positifs que d'affects négatifs. Oui, donc moins de dissonance. Avoir de la reconnaissance, avoir des bonnes conditions de travail, avoir un plaisir à retrouver ses collègues chaque matin. La dimension cognitive est extrêmement importante pour les cadres et les jeunes diplômés. C'est ce qu'on fait au quotidien dans son travail, c'est-à-dire est-ce qu'on apprend de nouvelles choses, est-ce qu'on développe bien nos compétences, est-ce qu'on a la capacité, la possibilité d'évoluer dans son travail, est-ce que ce qu'on fait a un impact. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis la dimension aspirationnelle, c'est là où on va retrouver le sens de l'entreprise, c'est le sentiment de contribuer et d'adhérer à un projet d'entreprise. Clairement, aujourd'hui, si on travaille dans une entreprise qui est extrêmement vertueuse sur le plan de l'environnement, mais qu'à côté, on a un management qui est trop directif, que ce qu'on fait au quotidien n'a aucune valeur d'utilité perçue pour la personne qui exerce ce poste, ou on n'a pas l'impression de servir à quelque chose dans l'entreprise, ça ne suffira pas d'avoir une entreprise qui est vertueuse sur le plan de l'environnement, de travailler dans cette entreprise ne suffira pas à donner un sens suffisant à son travail. Il y a clairement ces différentes dimensions, mais il est vrai qu'aujourd'hui, cette dimension aspirationnel, le fait d'être davantage en accord avec les valeurs portées par son entreprise et ses valeurs personnelles, qu'une adéquation plus forte entre ces deux sphères de valeurs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus important pour les jeunes diplômés, mais aussi pour les cadres un peu plus confirmés. Alors on y reviendra avec vous dans un instant, Gaël Bourron, pour voir aussi quels sont les cadres que vous avez pu suivre et qui ont pu changer d'entreprise justement pour essayer de trouver un employeur plus en adéquation en tout cas avec leurs souhaits. Antoine Trouche, justement, elles ont mordu à l'hameçon les entreprises suite au manifeste ou pas ? Comment est-ce qu'elles ont réagi ? Elles ont réagi de façon très variable, mais la plupart c'était un peu d'inquiétude qu'on a ressenti chez elles. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été invités un peu partout pour intervenir devant des directions d'entreprise qui essayaient de comprendre ce qui se passait, puisque ils voyaient des gens qui étaient comme eux il y a quelques années, qui la plupart du temps sortaient de grandes écoles, qui se mettaient à faire des choix qui leur étaient totalement étrangers, sur des bases qui étaient un peu incompréhensibles pour elles. Nous, ce qu'on a propulsé vis-à-vis de ces entreprises, c'est que on est allé les rencontrer pour leur dire et pour leur porter le message qui était que le fait que leur entreprise était attractive pour des jeunes était plus évident. C'était et que les questions de rémunération, que les questions de sens de l'impact social de l'entreprise étaient importantes, étaient essentielles, mais ça faisait plus tout. Voilà. Et nous, surtout, on s'est servi de ça pour comprendre comment fonctionnaient ces entreprises, pour voir quelle était leur marge de manœuvre, et pour ensuite aider et formaliser des outils à destination des étudiants. Parce que une fois qu'ils avaient signé le manifeste, le grand défi, c'était de dire, ok, mais moi, dans mon secteur, comment je fais pour aller trouver des entreprises qui sont plus vertueuses que les autres sur des sujets écologiques ? Sachant que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les changements de paille en plastique ou de touillettes, voilà. C'est est-ce que l'activité même de l'entreprise
est compatible avec un monde qui reste juste habitable correctement dans la durée. On n'a pas des ambitions extraordinaires. Et ça, on peut le savoir facilement ou pas? Il y a des questions précises à se poser pour essayer de trouver le bon employeur? Et c'est ce à quoi on a travaillé. C'est-à-dire que nous, on a mis en ligne un site internet qui s'appelle Pour un réveil écologique, tout à fait, pour-1-réveil-écologique.org, qui liste et qui met à disposition des gens qui sont comme nous, jeunes diplômés, des outils pour se poser les bonnes questions. Alors se poser les bonnes questions très rapidement, c'est quoi? C'est d'abord se demander si l'activité de l'entreprise a en elle-même un sens vis-à-vis de l'urgence écologique. Je suis pas totalement convaincu que pour quelqu'un qui sort d'école maintenant, aller construire des tanks de 2 tonnes, 2 tonnes 5 sur les routes, qui consomment beaucoup et donc émettent beaucoup de gaz à effet de serre, en plus d'être très cher, ça ait beaucoup de sens vis-à-vis de l'urgence écologique. Je suis pas convaincu qu'aller construire des centrales à charbon, ça ait beaucoup de sens vis-à-vis de l'urgence écologique. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Donc la première grande question, c'est celle-là. Et du coup, ça ouvre après tout un champ de questionnement qui est, une fois qu'on est convaincu que ce qu'on fait a un peu de sens, il faut qu'on aille trouver les entreprises qui diminuent leur impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en matière d'impact sur la biodiversité, en matière de consommation de ressources et d'eau, etc., etc. Donc on a mis à disposition tout un tas d'outils pour se poser ces bonnes questions-là et surtout savoir où aller trouver les informations. Pour savoir où trouver les bons rapports, les bons articles, les bonnes infos, pour apprendre à poser des questions pendant les entretiens d'embauche, ce qui se fait de plus en plus, mais on se sent pas forcément légitime pour le faire. Donc c'est pareil, on a formalisé tout un tas de questions à poser dans ces moments-là, pendant les forums, etc., etc. Votre employeur est-il compatible avec vos engagements en matière d'écologie? C'est presque la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 45 24 7000 pour à la fois y répondre et pourquoi pas bien sûr pour interroger nos invités. Antoine Trouche et Gaël Bourron, on vous retrouve dans un instant, également franceinter.fr évidemment pour poser toutes les questions. France Inter. La Terre au carré. Camille Cronier, on parle de la terrible situation en Australie, évidemment en raison des incendies et de la sécheresse. Oui, ce que la presse australienne a surnommé The Monster, le monstre qui ravage l'est du pays, en particulier depuis le mois de septembre. Mais les choses se sont intensifiées et aggravées ces derniers jours. Emmanuel Macron a d'ailleurs proposé hier une aide opérationnelle d'urgence de la France. 5 millions d'hectares touchés. Vous avez entendu ce chiffre ce week-end comparé à 2 fois la taille de la Belgique. Autre chiffre, 1,5 milliard d'animaux possiblement morts juste en Nouvelle-Galles du Sud. C'est l'état de la ville de Sydney. Chiffre calculé par le professeur Christopher Dickman, chercheur en écologie à l'université de Sydney, que j'ai pu joindre hier soir et il a revu son compte. It's about 812 million. 812 millions. 812 millions. 812 millions, c'est énorme. C'est énorme. Et ça n'inclut pas les dégâts dans les États du Victoria, d'Australie méridionale ou l'Ouest. Je n'ai pas calculé précisément, mais ce serait plus d'1 milliard. Voilà, 1 milliard d'animaux. Le chiffre est vertigineux. Le scientifique et son équipe ont regardé toutes les données en fait et les études qui existent sur les densités de population d'oiseaux, de marsupiaux et de reptiles dans le territoire. 75 à 80% de ce milliard sont des reptiles, d'ailleurs des lézards, des serpents, etc. Et tous ces animaux, ou presque, devraient donc mourir brûlés ou asphyxiés, mais ce n'est pas tout. Des oiseaux peuvent s'échapper en volant. Mais le taux de mortalité va rester haut parce qu'ils doivent trouver des lieux où se réinstaller. Sinon, ils n'auront pas à manger. Pas d'abri. Toutes les ressources dont ils ont besoin. Mais presque tous les alentours seront déjà occupés. Et c'est pareil pour certains reptiles ou wombats. Et Christopher Dickman précise aussi que les données qu'il a ne prennent pas en compte, par exemple, les grenouilles, les poissons ou les chauves-souris qui sont très nombreuses et qui sont aussi endémiques en Australie. Donc le chiffre pourrait être encore pire. Et alors les animaux qui sont sauvés, Camille, on voit beaucoup d'images en ce moment. Oui, des koalas, des kangourous ou des phalangers volants, sugar glider en anglais, un tout petit marsupial qui fait des vols planés, les pattes ou la tête bandée comme des malades à l'hôpital. Chez Christy, par exemple, qui a une maison à 200 km au nord-ouest de Sydney. J'ai 6 kangourous dans une pièce, 4 opossums dans une chambre à côté. Ça ressemble un peu à un zoo en fait. Une maison pleine d'animaux rescapés et très abîmés. Certains d'entre eux sont sévèrement blessés sous leurs pattes. Et si vous connaissez les kangourous, ils ont de très grandes pattes. Nous avons aussi eu un koala tout maigre, sous-alimenté et déshydraté. Un opossum qui est arrivé avec de vilaines blessures. On a pu le traiter pour pas qu'il n'ait mal, mais il est mort 2 jours après. On pense qu'il a inhalé la fumée de l'incendie qui était très violent.
Alors Christy est l'une des 3600 volontaires de l'association Wires en Nouvelle-Galles du Sud. C'est la plus puissante pour la défense des animaux sauvages en Australie. Et son porte-parole, John Grant, n'a jamais vu ça. Jamais. On n'a jamais connu une situation aussi terrible. On n'a même pas encore pu faire d'estimation parce qu'on est trop occupé à sauver, emmener chez le vétérinaire, soigner les animaux. Ça n'arrête pas. Alors, je ne sais pas si vous savez quels animaux ils retrouvent le plus. Non. Ce sont les bébés kangourous, les bébés koalas et autres bébés marsupiaux. Et voilà pourquoi. Ils portent tous leurs petits dans une poche, mais quand ils sont stressés, ils l'éjectent. C'est l'instinct de survie. En essayant de fuir un incendie, par exemple, une maman kangourou va abandonner son bébé. Et il n'y a pas que les animaux, il y a aussi la végétation. John Grant est allé voir le paysage à quelques kilomètres de chez lui. Le bush est noir, c'est tout noir, comme un paysage lunaire avec des pics noirs qui sortent de terre. On ne voit rien, et c'est très silencieux. C'est assez irréel et c'est très dur. Et si vous voulez aider même de l'autre bout du monde, eh bien vous pouvez en allant, vous allez sur la page Facebook de Wires ou sur leur site internet. On vous a mis les liens sur franceinter.fr. Dernière précision, pas de bilan non plus encore, par exemple pour les troupeaux de vaches ou les chevaux. Ce sont les fermiers qui communiqueront et les bilans de toute façon ne seront pas faits avant des mois et des mois puisque The Monster est toujours en cours. Merci beaucoup Camille Passauvert et bien sûr c'est à réécouter sur franceinter.fr. Antoine Trouche, justement on le voit, de plus en plus d'événements environnementaux font la une de l'actualité aujourd'hui. L'Australie, évidemment. L'Amazonie, c'était au début de la rentrée en septembre dernier. Ça, ce sont des exemples qui, selon vous aussi, concernent les étudiants, en tout cas, les mobilisent aussi d'une certaine manière aujourd'hui, pour leur donner envie peut-être d'aller plus loin plus tard dans leur travail. Ce qu'il faut voir, et l'Australie est un bon exemple de ça, c'est que, j'insiste vraiment, l'urgence écologique va changer l'intégralité de notre vie. Le dérèglement climatique, pour parler que de lui, ça va avoir un poids sur la fréquence des catastrophes naturelles qui vont pas toucher que des pays éloignés. Alors c'est déjà dramatique. Là, on parlait de l'Australie, juste à côté de l'Australie. En France ces dernières semaines. C'est ça. Pour parler d'inondations, il y a des inondations monstres en Indonésie, juste à côté de l'Australie. Il faut parler de l'effondrement de la biodiversité. Ce dont vous parliez, ça a pas juste un impact dans le fait que ça fasse disparaître des animaux mignons. L'effondrement de la biodiversité, c'est aussi des cultures qui ont plus de difficultés à produire. C'est aussi des cycles de l'eau qui sont impactés. Ça a tout un tas d'impact en fait sur notre vie quotidienne au-delà de ce que nous on peut trouver mignon ou pas. On a un vrai problème de raréfaction de certaines ressources, de certains métaux comme le cuivre, etc. Tout ça, ça va complètement transformer notre société. La façon dont fonctionne à l'heure actuelle notre société est pas compatible avec un monde qui va devenir de plus en plus contraint. Donc la grande question c'est, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce qu'on en fait, c'est ce qu'on peut en faire nous dans nos actes du quotidien, c'est ce qu'on peut en faire nous dans notre engagement politique, et ce qu'on peut en faire nous dans notre travail. Et le fait d'aller vers des métiers qui ont du sens écologiquement parlant, c'est à la limite, c'est même pas du militantisme, c'est pour nous, jeunes diplômés, c'est juste un engagement normal, c'est un engagement qui conduit au fait qu'on reste dans un monde qui reste à peu près agréable à vivre et si possible pour un maximum de monde. Eh bien on en parle ensemble dans un instant, c'est la deuxième partie de notre dossier avec également Gaël Bourron de la PEC et vos messages sur franceinter.fr. Elle est un imprévu, un doute dans mes déroutes. Elle est ma chose et le machin de mes névroses. Elle est ma boule d'air comprimée de mes soirées. Dans mes retours, elle est mon détour. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, chep, c'est fini. Elle est la flamme de mes pensées, une nouvelle idée. Elle est le radeau qui m'amuse, elle est ma muse. Elle est mon péché principal, mon obsession sentimentale. Mon incendie, mon petit coin de paradis. Elle a dit
C'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip, chip, c'est fini. Chip, chip, c'est fini. Chip, chip, c'est fini. Vous avez reconnu la voix d'Arnaud, bien sûr. Chip, chip, c'est fini. La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter. Voilà, trouver un emploi compatible avec ses convictions, ses engagements en matière d'écologie. Donc, une entreprise engagée déjà dans la transition, c'est le thème de l'émission avec mes invités. Antoine Trouche, membre du collectif pour un réveil écologique, et Gaël Bourron, donc responsable adjoint du pôle d'études de l'APEC, cette association pour l'emploi des cadres. Beaucoup de réactions, de messages, de témoignages. On va tout de suite rejoindre Florence qui nous attend au standard de la Terre au carré. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci, bonne année à vous aussi, et on vous écoute. Merci. Alors, je suis très concernée par toute la problématique de la transition énergétique et du développement durable. C'est pour ça que je vous écoute aussi. Et je cherche à travailler dans le domaine, hein, mais ça marche pas beaucoup, ma recherche d'emploi, et ça fait 2 ans que je suis au chômage. Et c'est vrai que pour ce domaine-là, il y a beaucoup de travail, d'offres qui sont très techniques. C'est quoi votre domaine ? Et, alors moi, à la base, je suis chercheuse en physique, plutôt dans le nucléaire. Et donc, ça fait, il n'y a pas beaucoup d'emplois dans la recherche non plus. Et puis, je cherche à sortir du nucléaire, moi aussi. Oui. Et voilà. Et donc, ça fait 2 ans que je cherche des postes de chargé de mission, plan climat, air, énergie territoriale, développement durable, plan alimentaire territorial, tout ça. Et en fait, si on n'est pas ingénieur territorial, c'est assez fermé. Donc Florence, ça veut dire que vous avez un doctorat. Si vous avez des tuyaux, je suis preneuse. Bon, alors ça veut dire que vous avez un doctorat dans le nucléaire et que vous souhaitez sortir donc du domaine que vous avez pourtant, qui vous a demandé beaucoup de temps, en tout cas d'études, c'est ça ? Ah oui, j'ai 2 masters plus un doctorat. Donc la moitié du temps on me dit que je suis surqualifiée. Après on me dit que j'ai pas les compétences j'ai pas d'expérience dans le développement durable. Sauf que c'est assez récent le développement durable et il y a beaucoup d'ingénieurs territoriaux qui n'ont pas d'expérience non plus. Et je trouve que le domaine est quand même assez fermé. Alors Gaël Bourron, notre invité de l'APEC, a peut-être une réponse en tout cas à vous donner. Oui, en tout cas, il est vrai que on est dans un domaine, l'environnement, où on pense effectivement protection de la nature, développement durable, et la réalité du marché de l'emploi des cadres dans l'environnement. On a publié une étude sur le sujet il y a 1 mois. C'est une réalité beaucoup plus contrastée. On est sur des métiers qui sont, vous l'avez dit, extrêmement techniques, notamment sur la prévention, le traitement des pollutions, sur les risques, les méthodes, la qualité. On est sur des métiers qui demandent aussi beaucoup d'expérience. Donc, ça demande sans doute de refaire un peu le point sur vos compétences, sur là où vous êtes, vous pouvez mettre à profit vos compétences dans une nouvelle entreprise dans le domaine. Je vous conseille bien sûr d'aller voir un centre APEC pour faire ce point sur vos compétences. Mais plus globalement, pour nos auditeurs, il faut bien avoir en tête qu'on est dans un domaine, même si on est dans l'environnement, on est dans des profils qui sont recherchés, qui sont extrêmement techniques, avec beaucoup d'ingénieurs qui sont recherchés dans ce domaine. On n'est pas sur de la protection de la nature au sens habituel du terme. Antoine Trouche. Ah oui, moi ce que je veux rajouter très rapidement, c'est que avoir un impact qui est positif dans son entreprise ou pour un employeur, c'est pas uniquement travailler en tant que dans un métier qui est directement écologiste. Oui. Le fait de travailler pour une entreprise qui a une activité qui est positive pour l'environnement, c'est positif qu'on ait un métier directement lié à l'écologie ou pas. Je donne un exemple très rapide. Aller bosser pour une compagnie ferroviaire, vous travaillez
ou pas pour le service développement durable de votre compagnie ferroviaire, c'est utile pour l'environnement. Et ça le sera toujours infiniment plus qu'aller chez son concurrent qui est une compagnie aérienne. Antoine Trouche, on a Francis par mail qui nous dit « J'entends votre émission, je me dis que c'est encore une affaire de bobos privilégiés qui ignorent totalement la réalité de l'emploi. Pour la plupart des gens, les vrais, un emploi c'est pour manger et se loger et déjà ça c'est compliqué. Et moi j'ajouterais même ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez fait des grandes études, etc. Est-ce qu'à un moment la conscience fait le poids face à une situation confortable, à un contrat proposé avec des milliers d'euros à la clé tous les mois ? Mais vous avez totalement raison et je pense que l'auditeur il a complètement raison. Faut pas oublier que dans le monde, il y a 1% des gens qui émettent autant de gaz à effet de serre que 50% de la population. Donc ceux qui doivent en premier agir, c'est les gens les plus riches, c'est les plus favorisés. Nous, si l'initiative elle est venue de grandes écoles au départ, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que nous, en tant que jeunes qui sortaient de grandes écoles plutôt privilégiées, on avait un devoir qui était particulier. Et on avait un devoir d'autant plus important que nous, on a la chance, dans une société dans laquelle il est de plus en plus compliqué de trouver un emploi, on a la chance d'avoir encore un peu de marge de manœuvre dans le choix de nos emplois. Et c'est pour ça que nous, on dit il faut que ça vienne de nous. Il faut que nous, au départ, on aille, vu qu'on est les plus privilégiés, il faut qu'on aille vers des emplois qui ont du sens. Mais est-ce que pour autant, vous parlez de Patrick Pouyanné tout à l'heure chez Total, par exemple, est-ce que les recrutements baissent ? Non, j'imagine pas. Je cite cette entreprise parce que vous en avez parlé. Moi, je pense que si Patrick Pouyanné vient sur France Inter pour dire qu'il va avoir un gros souci dans les prochaines années, qui est le souci du recrutement, je pense que, alors je sais pas ce qu'il en est de Total à l'heure actuelle, mais je suis à peu près convaincu qu'ils vont avoir de gros problèmes et qu'ils le disent. C'est pour ça qu'ils le disent. Et on le voit dans les écoles. On voit dans les écoles que c'est pas bien vu globalement d'aller chez Total. Il y a pas que chez Total que ça devrait être mal vu. Mais on voit déjà que dans les consciences, il y a tout un tas d'endroits dans lesquels le fait de dire qu'on va travailler chez Total, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur ou de plus socialement valorisant. On parlera des 20 ans de l'Erika justement dans la deuxième demi-heure de l'émission. Violaine nous écoute et nous envoie un message sur l'application France Inter de la Terre au carré. Il y a 1,9 million de fonctionnaires territoriaux et le CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale qui assure la formation de ces fonctionnaires, n'organise aucune formation au développement durable, alors que ce sont ces collectivités qui seront en première ligne dans les futures crises environnementales. Gaël Bourron, est-ce que vous voulez souhaiter répondre à Violaine ? Nous, on s'intéresse plutôt au cadre du privé qu'à la fonction publique, donc je suis surpris évidemment, mais peut-être que, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont menées par les collectivités territoriales dans ce domaine-là aussi, et tous les cadres de la fonction publique territoriale, pour beaucoup sont engagés dans ces actions-là aussi. Donc. Antoine Trouche, vous avez un complément de réponse ? Oui, tout à fait, mais la formation, c'est une vraie question, et nous, du coup, on travaille aussi, on a mis en ligne sur la plateforme dont on parlait tout à l'heure, tout un tas d'outils à destination des étudiants pour qu'ils puissent, dans leur école, aller réfléchir à la transformation de leur formation. Oui, c'est d'ailleurs aussi une question dans les grandes écoles et dans les universités qui font des formations très très minimes au développement durable. Catherine nous dit émission indispensable, mais vous avez grosse tendance à classer jeunes vieux. Les vieux aussi aiment bosser dans le développement durable et veulent changer leur consommation. Et certains jeunes n'ont pas le choix. Gaël Bourron. Oui, tout à fait. On a effectivement dans nos enquêtes, dans nos sondages, beaucoup de cadres plus expérimentés, qui ont 35, 40 ans, qui se réinterrogent sur le sens de leur travail, qui ont envie, après une première partie de carrière, d'aller vers de nouveaux domaines. On a notamment fait une étude auprès de cadres qui travaillent dans le secteur privé lucratif et qui sont ensuite allés vers le secteur associatif. Pour que ça corresponde davantage à leur... c'est un vrai choix important. Donc c'est un vrai choix important. Donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, des gens qui sont prêts à quitter des postes bien rémunérés avec des missions dans les grandes entreprises pour aller dans des associations de solidarité, par exemple. Donc on n'est pas dans le domaine environnemental, mais on est bien dans des jobs avec forte utilité sociale. Mais le bilan est positif ou ça crée de mauvaises surprises aussi parfois finalement de changer de secteur pour être en adéquation avec ses idées ? C'est une recherche qu'on a fait avec des chercheurs du CNAM et ils ont titré leur recherche entre déconvenus et espoir. C'est-à-dire que évidemment, à chaque fois, il y a un bilan qui est à faire, une balance qui est à faire entre ce qu'on va retrouver dans ce emploi dans le secteur associatif, où la question du sens, la question de l'utilité sociale de l'organisme dans lequel on travaille ne pose pas de question, puisque là on est dans quelque chose qui est nécessairement utile à la société, mais par contre avec des difficultés sur les conditions de travail ou sur la façon dont on va travailler avec des bénévoles, par exemple, quelque chose qui n'est pas forcément évident pour des gens qui viennent du secteur privé. Merci beaucoup à tous les deux. Antoine Trouche, on peut toujours signer le manifeste, il est en ligne pour un réveil écologique. On peut toujours le signer et puis il faut surtout pas hésiter à aller voir le site pour aller voir et découvrir tous les outils qu'on met à disposition, qu'on a construits pendant 1 an et qui vous permettent de vous poser les bonnes questions quand vous allez vers un job qui a du sens. Et le lien est évidemment sur la page de la Terre au carré. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Juste après les infos, le feuilleton de la semaine avec une nouvelle série signée Antoine Ly qui a rencontré des personnes qui prônent la sobriété et justement une autre